Merci à tout le monde, beaucoup de vous être joints à nous. Je m'appelle Teresa Blondin et je suis la gérante des bénévoles nationaux chez Blader Canada. Je vous introduis les autres orateurs. Sacha, la gérante et notre communication spécialiste de communication. Vous allez entendre comment la cystoscopie à lumière bleue et comment ça peut aider le cancer de la vessie. Vous allez entendre deux personnes qui ont vécu ce cancer et qui sont devenus des militants pour aider leurs amis ou leur famille et comment ils souhaitent que des outils tels que la cystoscopie soient inclus dans les soins fournis. Veuillez noter que ces webinaires contiennent des contenus, ce qui est a pour but d'être partage d'informations et veuillez parler avec votre docteur ou votre urologue concernant ce qui est mieux pour vous et votre situation. Donc, nous allons parler d'outils tels que la lumière bleue et d'autres outils de diagnostic pour commencer un peu, pour vous expliquer comment les choses vont, nous aimerions savoir qui est parmi nous. Donc, veuillez bien écrire votre nom dans le chat pour dire bonjour. Il y aura en principe du temps pour une session de foire aux questions. Et et nous allons couvrir autant de questions que possible. Et si vous avez des ennuis, nous avons Shasta et Chassa et d'autres personnes qui gèrent le chat et qui vont répondre à vos questions. C'est mon grand honneur de partager, d'introduire Dr. Franck, qui a beaucoup d'expérience en tant que docteur et elle travaille en tant que professeure dans la Colombie-Britannique, spécialisée dans la santé publique et elle travaille en tant que militante de santé depuis de nombre d'années. Et plus récemment, elle aide une de ses proches qui se bat contre le cancer. Et vous avez aussi Alexandre, qu'on appelle Alex, que nous connaissons de Bladder, la marche contre la vessie, et après il est devenu aussi un militant pour le cancer. Il a été aussi été choisi en tant que receveur d'une médaille pour le programme d'excellence. C'est un magnifique atout dans l'équipe. Je vais passer le micro à Dr. Frank. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Dr. Frank, votre micro est fermé. Merci. Maintenant, j'ai mes diapositives et j'espère aussi ma voix. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme Teresa l'a mentionné, je travaille à UBC dans le corps enseignant de la médecine, mais également, j'ai un rôle supplémentaire que je ne considérerais pas un conflit d'intérêts, mais la raison de mon intérêt particulier, qui est celui qu'est un autre membre de ma famille a attrapé le cancer. J'ai aidé ma mère et mon père à passer par le cancer et certains de mes amis également. Et c'est l'un des privilèges d'être un docteur, une doctoresse, de pouvoir faire ceci. Du fait que ma spécialité, c'est la médecine préventive et l'aide à la population, j'aime y penser à l'échelle. Donc, les enquêtes que j'ai fait en profondeur pour mes bien-aimés, je souhaite les partager avec vous tous aujourd'hui. Je vais parler de ceci de façon formelle au mois d'avril à au symposium ou à la conférence de la
pour la vessie, le cancer de la vessie. Ce sont des recherches orientées vers les patients pour pouvoir orienter les prises de décision rationnelles au sujet du cancer de la vessie. J'aurai ce sera dans mon rôle de professeur et conférencière, mais je pense aussi que les patients pensent qu'ils sont seulement un algorithme dans les documents pour leur docteur. Et je veux aussi avoir le rôle qui fait face à ce genre de préoccupations qui sont exprimées dans les forums et ailleurs sur comment ceci vous fait vous sentir. Nous allons nous concentrer beaucoup, comme Thérèse l'a mentionné, sur ce problème de la cystoscopie à lumière bleue pour les premiers, les deuxièmes ou les répétitions. Je vais y revenir dans quelques temps. Mais l'élément qu'à nouveau je souhaite souligner, c'est être une militante à être une compassion informée. Donc, j'espère vous aider avec ces deux éléments ce soir. À nouveau, du côté professorial objectif, il s'agit là de la présentation que je vais donner à Institut national pour trouver des façons de pallier aux lacunes et d'avoir des traitements qui ne sont pas invasifs aux muscles et comment peut-on faire à long terme pour faire face à ces lacunes. C'est là où vous jouerait un rôle dans l'élément que peut-on faire pour regarder le militantisme à court et long terme. Ceci a été suscité par le diagnostic d'un de mes bien-aimés en juillet 2022. J'ai commencé à rechercher de la documentation sur des soins les plus efficaces préventivement. J'ai regardé les sites tels que le cancer de la vessie du Canada et des recommandations cliniques de sociétés professionnelles et j'ai contacté des urologues, des chercheurs, des savants, des docteurs de soins primaires et des fabricants d'interventions liées pour comprendre et synthétiser et comment traiter au mieux cette pathologie. Sur cette base, nous avons obtenu des soins gratuits. Ceci est très impressionnant parce que j'ai grandi aux États-Unis, donc l'aspect gratuit était très impressionnant. Mais la qualité s'est allée entre pauvre et très bon. Ça a demandé beaucoup de résilience et de militantisme. Il n'y a pas tout le monde qui n'a un docteur proche de la famille qui pourra les aider. Donc, tout le monde est vulnérable. Donc, je veux parler un peu de ceci dans un petit moment. Premièrement, au sujet du côté de vulnérabilité et de compassion et d'empathie. Je vais me concentrer sur ces deux lacunes de soi. Il y en avait d'autres. Le manque de pouvoir capturer les données ou de donner assez d'encadrement, de suivre les protocoles autour de la douleur et aussi de la confidentialité et le découragement de rechercher des connaissances en tant que militante qui cherche à voir que les patients prennent en charge leurs propres soins et aussi pas assez de documentation au sujet de la lumière bleue et même refuser de voir ceci après pour obtenir un autre traitement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est important et j'ai trouvé difficile d'être une militante et de persister. Et je suis ici pour vous aider à en faire de même et pour vous que sachiez, vous n'êtes pas les seuls dans ces cas. Et c'est à faire face à ces obstacles. Et nous sommes ici pour vous aider et pour essayer de vous aider et réparer ça pour tout le monde.
Il y a des informations, des interventions à coût faible et nous devons travailler avec les politiques pour réduire la pathologie et la morbidité et les autres souffrances. Je vais parler de ceci de façon pratique pendant quelques minutes autour de l'empathie, du respect et de l'équipe des docteurs. Et sinon, si vous n'obtenez pas d'être votre propre militant, et nous espérons les deux, parce que c'est là que si vous êtes capitaine de l'équipe, vous avez des docteurs qui vous aident à réaliser vos objectifs. Je vais parler un peu de la cystoscopie à lumière bleue et on va avoir des personnes qui vont parler de ceci et donner leur propre récit et nous allons revenir sur comment travailler ensemble pour créer des ressources autour de 3 sujets importants dont nous avons pensé qu'ils n'étaient pas couverts à notre satisfaction dans la littérature des patients. La douleur, les dentistes et le sexe. Donc, cet article est sorti le mois passé. Je l'ai trouvé cet après-midi. J'ai pensé que c'était très important de le prendre en considération. La discussion sur avoir une relation puissante et positive avec votre docteur fait une grande différence. Voici l'élément le plus important. L'empathie a été associée avec des résultats favorables du patient. Il s'agit là d'une grande étude. Vous verrez un énorme nombre de sous-études. Je vais vous le montrer dans dans une minute d'une façon qui soit digestible, mais vous voyez que les chiffres qui sont plus au-dessus de 0, c'est un résultat favorable. Donc, pour toutes ces études et pour pratiquement toutes les études, à part ces 4 et qui n'ont même pas traversé le 0, et pour tous ces résultats, ils sont tous positifs. Donc, si votre docteur interagit de façon respectueuse avec vous et si vous avez une bonne relation, ceci a des effets positifs signifiants sur tous ces résultats. Voici ces résultats un peu plus lisibles. Je les ai partagés en 2 moitiés pour vous. Il y a beaucoup de résultats psychologiques qui sont aidés en ayant une bonne relation avec votre docteur, mais il y a même aussi des résultats au niveau du traitement, la complication, la sévérité des symptômes, les étapes, euh, et ces composantes clés que j'ai soulignées en rouge également sont liées à votre relation avec votre Toubib. Donc, j'ai mentionné ça pour 2 raisons. Premièrement, j'espère que vous pouvez tous avoir de bonnes relations avec les membres de l'équipe du docteur, mais sinon, il s'agit là d'une partie importante de l'auto-militantisme parce que ce genre de résultats ont, tels que des idéations suicidaires, ne pas faire confiance au système et donc ne pas participer. Sur la diapositive précédente, de ne pas s'adhérer au traitement. Si vous n'avez pas une relation idéale avec votre docteur, au moins, j'espère que vous n'allez pas le laisser vous avoir un impact sur le résultat autour de ce genre de problème parce que cet élément, vous pouvez le contrôler, au moins avoir un peu de contrôle. Donc, ça, c'est l'un des éléments précis de militantisme dont j'espère que vous allez le considérer, l'auto-militantisme. Et si vous rencontrez des murs, de ne pas les laisser vous décourager de venir à la communauté du cancer de la vessie du Canada et d'être encouragé. Maintenant, nous allons parler de rendre la chose moins apparente et plus compréhensible. Cette question en particulier de les, le, est-ce que la lumière blanche pourrait éviter des diagnostics importants que la lumière bleue pourrait capturer? Donc, je vais vous montrer
de la documentation à ce sujet pour que nous puissions mettre à jour cette réaction de 2020 du cancer de la vessie du Canada. L'endroit où on a introduit mon bien-aimé à ceci, considérer remettre sur scène le TURBT. Donc, c'était quelque chose d'évident que j'ai pu voir, une topolite que j'ai réussi à voir moi-même. Donc, j'ai insisté à avoir la lumière bleue pour le revoir à nouveau. Ils ont trouvé deux autres lésions, une à la base et une seconde lésion. Donc, c'est ça, c'est comme ceci que ça apparaît. Ce sont des données de Fox, du Centre de cancer Fox de Philadelphie. Parfois, c'est subtil, comme ici, c'est ce petite tache qu'on voit un peu ici, mais c'est difficile de le différencier des autres parties. Mais ici, là, quelle différence d'avoir la lumière bleue, une visualisation à la lumière bleue en ce qui concerne capturer toute la photo et avoir des marges très bien définies. Donc, ça dépend du patient et des résultats de vessie du patient, de la patiente, mais quand vous regardez les données, il s'agit là d'une revue récente, d'une critique récente, d'une cohorte d'études larges qui a examiné 4325 participants. Et ce que ça signifie, surtout pour des personnes qui souffrent de tumeurs hybrides, si vous vous servez de cystoscopie à la lumière bleue, vous obtenez moins de rechutes, un nombre signifiant réduit de récurrence par rapport à la lumière blanche, des cystoscopies à la lumière blanche. Donc, c'est le TURBT, c'est-à-dire la tumeur, la résection transurétrale de la tumeur de la vessie. Donc, je vais parler de ces deux éléments premièrement. Et je vais passer le micro à Alex. Ceci émane d'une grande analyse également de données canadiennes et une aviation canadienne qui ont trouvé des résultats positifs. Je veux parler de deux résultats en particulier qui sont positifs, où il y en a où il y a des préoccupations que ce soit un peu ambigu. Donc, clairement, à un an, par rapport au TURB de toutes les études que j'ai regardées, il y a un avantage à un an et à 5 ans en ce qui concerne la, la survie avant la rechute. Toutes les études que j'ai vues sont arrivées à la même conclusion. L'hésitation se trouve, c'est que se servir de définition historique des taux de progression de la tumeur n'est pas une amélioration de la progression de la tumeur. Ceci signifie que à 10 ans, il se peut qu'il y ait le même taux à ce moment-là de progression de la tumeur. Pardon. Mais en ce qui me concerne, en tant que quelqu'un qui aime quelqu'un qui souffre de cancer de la vessie, la rechute à un an et à 5 ans a fait pour moi, et c'est la personne que j'aimais, un choix clair. Donc, pour vous montrer, tout ceci coûte. Comme vous le voyez dans le résumé, ils ont parlé entre un demi-million jusqu'à 2,5 millions annuellement de dollars annuellement. C'est une autre étude qui regardait les coûts et les frais et les rechutes, et pour 1 300 $, une moyenne de 1 300 $ par patient pour leur
procédure transurétrale, il pourrait y avoir beaucoup moins de rechutes nationalement et annuellement. Les personnes disent que le cancer de la vessie est relativement coûteux, mais si vous regardez 1 300 $ pour énormément réduire les rechutes, même à 1 et 5 ans, ça c'est sûr, ça c'est vraiment une aubaine du point de vue des frais. Et voici la progression et c'est important que ceci, nous espérons, le sera démontré. Mais ces résultats ont aussi de l'importance pour nous et les données préliminaires sur la progression est également suggestive de résultats excellents pour l'utilisation de la cystoscopie à la lumière bleue par rapport à la lumière blanche. Et ces deux analyses l'ont évalué. En dépit de ceci, vous finissez par ceci. Il s'agit là d'une revue sur les avances de la thérapie contre le cancer de la vessie. Et ils disent que le AUA, la Société de l'oncologie urologique, on dit que même en 2016, dans un patient qui n'a pas un cancer de la vessie invasif, un clinician devrait ouvrir la procédure à la lumière bleue. Ils disent si c'est disponible. Le problème, donc, c'est de le rendre disponible. Parce que si vous regardez ici, vous trouverez que ceci était au Canada, mais même aux États-Unis, c'est en seulement utilisé dans 1,2% des procédures à l'index. Donc, je vais clôturer cette partie de ma présentation en vous montrant les endroits où c'est disponible au Canada, seulement pour rigide et pour la résection transurétrale. Donc, ça, c'est disponible aux États-Unis pour à peu près 5 000 $. Et nous avons considéré le faire dans ce cas-là. Donc, ce sont des endroits en Ontario où ceci est disponible et aussi à la ville de Québec. Nous ne sommes pas encore à ce stade où les personnes ont déjà accès à la lumière, à la cystoscopie, à la lumière bleue de façon qui soit logique. Donc, nous devons faire des levées de fonds et militer au niveau des politiques. Après que Alex ait parlé de sa propre expérience. Merci, Dr. Frank. Je vais faire une petite partage d'écran. J'espère que tout le monde peut vous voir. Je ne vais pas faire toute l'introduction. Je crois que Thérèse l'a fait magnifiquement de m'introduire. Merci beaucoup, Teresa. Mais je suis vraiment ravie d'avoir cette occasion de parler avec vous de ma propre expérience qui a commencé en 2010, qui est quand j'ai reçu le diagnostic du cancer de la vessie. Donc, j'ai survécu 12 à 13 ans et j'ai beaucoup de reconnaissance de ne pas m'en soucier parce que je suis complètement soignée et guérie maintenant. Je touche du bois, ça ne va pas revenir. En 2010, j'ai fait l'objet d'un diagnostic de cancer de la vessie. À ce moment-là, je travaillais à temps complet pour Sun Microsystems, qui a été acquis par Oracle et vous vous demandez pourquoi cela est important. C'est important parce que j'ai des antécédents techniques. Quand je vais vous parler mon histoire, vous verrez que mes antécédents de technique m'ont fait me plonger dans la technologie quand je commençais à faire mes recherches. Mais je vais attendre d'en être à ce point-là. Après le choc de base, à apprendre que j'avais le cancer de la vessie, et moi et ma femme ont été vraiment abasourdis quand mon docteur a dit, vous avez le cancer. Après m'en être remis et d'avoir mon rendez-vous de faire ma propre résection
transurétral, et après la première opération, et j'ai cru que tout avait été ôté quand je suis revenue faire mon check-up 3 ans, après 3 mois. J'ai trouvé que le cancer de la vessie était revenu et je me souviens distinctement mon neurologue me dire: «On aurait pu le manquer». Et je me rappelle être sur la table de l'opération à regarder le plafond sans pouvoir le croire en me disant: «Mais comment ça se peut? Comment est-ce qu'ils ont pu le manquer?» Et c'était ma première réaction et après il m'a expliqué que parfois l'emplacement du cancer rend la chose difficile à voir et parce que la caméra doit être manœuvrée à l'intérieur de la vessie, c'est difficile de déplacer la caméra à l'intérieur de la vessie pour voir toutes les parties du cancer et mon cancer était proche de l'urètre qui mène au rein et je me rappelle avoir la caméra s'est déplacée sur l'écran en me disant: «Moi, mon Dieu, c'est fascinant» et je me suis «Ah, le cancer a l'air intéressant, on dirait des petits cristaux de sucre». C'est intéressant de le voir, vivant sur l'écran pendant que j'étais, allongée. Après, j'ai pris fait une autre résection transurétrale après que le cancer a été, enlevé. Je gardais les doigts croisés que, j'espérais bien que tout le cancer a été ôté. Mais après, je vais continuer à vous le dire, ça ne l'avait pas été. Ah, et je suis allée 3 mois plus tard pour ma cystoscopie. Nous avons découvert qu'il y avait encore un petit montant de cancer dans ma vessie. Je me rappelle que mon neurologue m'a dit: «Ben, écoute, je vais vous donner une option». Mon neurologue était magnifique. Docteur Frank a parlé de la relation avec, son docteur médical. Le mien était magnifique et vraiment je le salue parce qu'il a vraiment été très encourageant. Mais il m'a dit: «Vous avez le choix, donc je peux vous faire prendre un rendez-vous pour, une thérapie, mais maintenant que je suis ici déjà avec mon instrument et que j'ai ici mon viseur, je peux le cautériser et c'est très petit. Si ça vous ne dérange pas, je le fais tout de suite sur le champ». Et comme je n'étais pas un fan d'être endormi, j'ai demandé: «Est-ce que ça va me faire mal?» Il a dit: «Non, désolé, je le reprends». Il a dit: «Pas beaucoup. Vous allez sentir que ça pique, mais ce ne sera pas une douleur, insupportable». Et il avait raison. Et je me rappelle de regarder, le moniteur, et l'écran et on voyait un peu de vapeur qui sortait, du cancer pendant qu'il le, brûlait avec sa lumière au laser et j'étais tellement reconnaissant, en me disant: «Ça y est, maintenant le cancer est fini». Après la cédure, je me rappelle que j'ai dit à mon urologue que je voulais enquêter. Comment est-ce que c'était possible de manquer, de rater le cancer? Et mes check-ups réguliers ont commencé tous les 3 mois. Je suis allée au début, puis après tous les 6 mois et finalement pas de cancer. Et comme mon urologue m'a dit: «Vous avez votre diplôme», après 7 ans, il m'a dit: «Je ne vous verrai plus, bonne chance et allez faire vos, analyses de sang normales et si vous détectez quoi que ce soit, bien sûr, venez me voir». Donc c'était, comme ça que ça s'est passé. Je me rappelle qu'après la conversation, en cours que j'avais avec mon urologue, quand je suis allée pour mon check-up, son commentaire m'est resté dans l'esprit, donc j'ai finalement commencé à faire des recherches en ligne et c'était vraiment difficile de trouver des informations et c'était vraiment par accident que j'ai, rencontré cette histoire de cystoscopie à la lumière bleue et du fait de mes propres antécédents techniques, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant ça» et j'ai commencé à farfouiller, à fouiller dedans et être très curieux sur la BLC, la cystoscopie à la lumière bleue. Quand j'ai commencé à m'y pencher plus en profondeur et de lire, à ce sujet et de son taux de succès,
et que c'était mieux pour détecter le cancer de la vessie mieux que la lumière blanche. Et vous avez vu les images de Dr. Frank qui étaient vraiment très claires. Je ne sais pas si c'est couvert dans les écoles médicales, mais j'ai des ennuis de daltonien, donc je me suis dit, mais mon Dieu, merci, je ne suis pas l'urologue qui doit regarder cet écran parce que je ne serais dans l'impossibilité de le voir. J'aurais eu du mal de voir sous lumière blanche de comment le cancer s'agençait, mais avec la lumière bleue, oui, ça, je peux le voir. Donc, j'étais d'autant plus déterminée de voir comment ça allait marcher et si les hôpitaux dans la région de Hamilton l'avaient et pourraient s'en servir. Vers l'année 2014, pendant que je faisais mes recherches, il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux qui avaient la lumière bleue, la cystoscopie à la lumière bleue. En fait, si je me rappelle bien, il y avait seulement 5 ou 6 hôpitaux. Il y en a qui faisaient leur bonne diligence et la recherche de la technologie et leur efficacité, mais en fait, mais pour l'avoir effectivement sur place, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Actuellement, il y en a en fait 14. Je ne sais pas si vous avez pu compter assez rapidement, il y en a 14 sur la liste que le docteur Frank a affiché. Celui qui m'a fasciné pendant que je continue à faire mes recherches, c'est un hôpital dans l'Ontario. Et la raison pour laquelle ça m'a fasciné, c'est parce que j'ai pu me relier avec un autre bénévole qui était un de mes collègues qui faisait les levées de fonds pour essayer d'engendrer des fonds, faire une levée de fonds pour intégrer la lumière bleue, la cystoscopie à la lumière bleue dans les hôpitaux. Il m'a inspiré parce que j'ai entendu son histoire. C'est aussi un survivant du cancer de la vessie. Il m'a donné des conseils sur quoi faire en ce qui concerne les levées de fonds, les discussions à avoir dans les hôpitaux pour s'assurer que les fonds sont utilisés, bel et bien utilisés pour la lumière bleue et pas seulement des mises à jour de technologie parce que ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Donc, assurez-vous que c'est spécifiquement pour la lumière bleue. J'ai commencé à avoir des discussions avec les hôpitaux dans la région de Hamilton pour regarder comment je pourrais les aider à engendrer les fonds nécessaires pour à faire les investissements d'origine et acquérir la technologie pour l'hôpital de Hamilton pour la cystoscopie à la lumière bleue. Je m'excuse. Je devrais souligner que pendant que je faisais ma recherche, vous avez vu le nombre, les chiffres que Dr. Frank a affiché, beaucoup de chiffres en ce qui concerne les taux de succès, le pourcentage de taux de succès. Désolée, j'allais tousser, je m'en excuse. Tout ça, c'est très bien, mais à mon avis, être un patient et d'avoir à aller faire 3 fois traiter mon cancer, j'arrivais du point de vue de s'il y avait une façon d'aider les patients en général de ne pas avoir à revenir le souci, la préoccupation, le transport à l'hôpital et aller-retour, toutes ces choses que j'ai pris en considération, l'état d'esprit, le stress émotionnel de se préoccuper, oh mon Dieu, ça va revenir, oui ou pas, ça va s'empirer ou pas. S'il avait une façon de le réduire, je crois que dans beaucoup de façons, c'est plus valable que le coût de la technologie même, bien sûr. Donc, j'étais encore plus déterminée de trouver une façon d'intégrer la technologie dans l'hôpital. Et après, naturellement, Dr. Frank a couvert la question qui m'est passée par l'esprit, c'est le taux de rechute. Est-ce que c'était une rechute du cancer ou est-ce que c'était parce que c'était manqué? Je suis sûre que tout le monde va y penser. Ça m'est venu à l'esprit et à vous aussi. Donc, ça montre le bénéfice d'avoir accès à la technologie qui va aider à découvrir et à
revoir ceci. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai soumis à l'équipe de l'hôpital de Hamilton, mais malheureusement, l'hôpital a été en processus de faire l'acquisition d'une autre technologie offerte par une entreprise qui s'appelle Olympique, qui se sert de imagerie à bande étroite et qui se sert de spectre rouge, vert et bleu qui rapporte et reporté en tant que cystoscopie à lumière bleue. J'en reviens au daltonisme. Si je suis daltonien, une imagerie ne sera pas utile pour moi en tant que docteur ou urologue pour voir le cancer. Je ne sais pas, je me suis jamais servi de cette technologie, mais je pense de façon logique, ce n'est pas logique. J'aimerais plutôt voir quelque chose qui est facile à détecter et à déterminer. Oui, voici le cancer, je le vois. Donc, à tout ceci dit, j'avais plus le temps, puis après la COVID est arrivée. Donc, donc, la réunion a dû être remise à plus tard. J'ai rassemblé plus d'informations que j'ai présentées à l'équipe de gestion à l'hôpital pour leur dire de façon apparente, vous avez la technologie et c'est une question d'ouvrir la capacité de NBI et de s'en servir pour les patients et les urologues qui ont la possibilité de se servir de la technologie, qu'ils s'en servent. C'était ma recommandation et ma position. Et c'est la façon dans laquelle ma discussion a pris fin avec cet hôpital. Mais en tant que patient, personnellement, je soutiens l'utilisation de toutes les technologies qui vont aider de quelque forme que ce soit, qui vont aider l'équipe médicale à plus facilement et rapidement détecter le cancer et m'aider moi à vous aider vous et à nous empêcher, pardon, et à empêcher que nous ayons à revenir à faire des vérifications multiples ou à faire des transactions urétrales supplémentaires. Bon, voici ce que je vous avais à dire. J'espère que ça a été intéressant. Je voulais être un militant, pas seulement pour moi, mais pour d'autres patients. Et j'ai partagé cette histoire, un article qui a été publié dans la Hamilton Spectator sur ma situation. Ce que je voulais, c'est ce que je faisais pour essayer de faire une levée de fonds pour le BSC. Donc, sur ce, je vais m'en arrêter et parce que nous voulons réserver du temps pour la foire aux questions et je repasse le micro à Dr. Frank. Merci, Alex. J'aimerais faire une partage d'écran. Voilà. Ordon. Je voulais conclure avec la discussion promise au sujet des nouvelles ressources et en particulier par commencer sur la douleur et ce que nous allons appeler la règle des 10. Quelque chose que vous pouvez faire en commencer par votre premier rendez-vous, que ce soit pour une sonde ou un BCG, que vous pourrez profondément réduire votre propre douleur d'avoir l'une ou l'autre de ces procédures. C'est quelque chose qui va prendre un peu de courage et je vais vous donner des ressources pour vous aider à vous donner ce courage. Parce qu'il s'agit là de soins de standards et ça peut vraiment aider beaucoup de patients. Premièrement, est-ce qu'il s'agit là vraiment d'un problème? Oui, il y a un haut taux de soucis dans la documentation. Je vais vous montrer aussi des soucis de patients à ce niveau-là également, mais c'est clair, il est clair que pour les patients qui ont une étude intra-urétrale, qui ont eu un lidocaïne intra-urétral, ça a vraiment beaucoup réduit la douleur avec aussi, ça m'en amène à la règle des 10. Ça, c'est également d'une personne normale. Donc, parfois, c'est aussi d'un profane. C'est aussi du forum
du cancer de la vessie Canada. Beaucoup de personnes ne s'expriment pas, même avec notre premier rugologue, quand nous avons parlé de la douleur, on nous a dit ces bêtises que ces patients ne souffrent pas, ils n'ont pas de douleur. Mais il faut savoir on peut admettre si vous avez de la douleur, même si votre docteur dit que ces patients n'ont pas de douleur, et de faire quelque chose pour réduire cette douleur, parce qu'il est possible de le faire. Alors, règle 10, des 10, Catégel coûte 25 $ par bouteille, petite fiole, et nous en avons acheté 10 pour aller au rendez-vous au cas où ce n'était pas disponible, au cas où on avait besoin d'en avoir plus. Donc, voici la première des règles des 10. Les études ont été effectuées qui ont montré que c'était le point dans l'article précédent que je vous ai montré, c'est si vous prenez 10 secondes pour appliquer le gel au lieu de 2 secondes, il y a énormément moins de douleur. Donc ça, c'est la première des règles de 10. Donc 10 secondes, cher docteur ou chère infirmière, pour appliquer le gel, selon cet article-là. Deuxième élément des instructions de directive de sécurité du fabricant, ils ont décrit ceci que personne ne prend la peine, le temps de lire. Ils recommandent une approche très lente. Et la deuxième des règles de 10, ça permet d'agir pendant 10 à 12 minutes avant l'insertion de l'instrument. Sinon, c'est simplement un gel de lubrication. Ce n'est pas un gel d'engourdissement. Pardon. Ça prend 3 à 5 minutes à prendre et 10 à 12 minutes à vraiment agir. 10 secondes à l'insérer, attendez 10 minutes avant d'introduire la sonde. C'est un morceau de papier que vous pouvez imprimer et amener à votre rendez-vous. Et il faut attendre 10 minutes d'avoir l'efficacité complète. J'espère que ceci va vous aider à militer pour vous-même. Il y a d'autres données qui sont à votre portée, mais je veux vous dire que les informations du docteur, vous pouvez dire qu'on peut appliquer une pression, mais les données du patient disent qu'il faut l'injecter très lentement dans l'urètre. Amenez ceci à votre prochain rendez-vous. Alors, pour conclure, de très bonnes ressources, mais il en faut avoir plus. Donc, ces bonnes ressources sur le cancer de la vessie Canada, si vous n'avez pas déjà accédé, je vous conseille de le faire, de participer à la discussion sur le forum. C'était très, très, très utile pour moi. Je pense qu'il faut y avoir des ressources sur le sexe également, parce que j'ai remarqué que là, cela a été mentionné dans ces formes de consentement et ces formulaires de patients. Ça a été simplement mentionné. Si vous avez des questions sur le sexe, posez-les à votre médecin traitant. Quand même, de toutes les choses qui ne vous n'avez pas envie d'avoir à parler, les dentistes, le sexe, vraiment, on aimerait pouvoir l'éviter et le faire de façon privée. Donc, j'espère que ceci va, d'autres éléments que j'espère que vous allez trouver des meilleurs formulaires et plus de militantisme. Je vais conclure avec cet élément de militantisme dont j'ai parlé, l'analyse des conséquences du coût de notre pays, du Canada, d'ici. Dans la conclusion, ils disent, quoique ceci se traduit en frais de 1 300 $ par patient, il faut quand même le prendre en considération. Pour moi, je me suis dit, en tant que quelqu'un qui passe sa vie à travailler et sur des politiques qui tournent autour des soins de santé et la prise de décision rationnelle au niveau des prises de décision, donc vraiment, c'est vraiment une grande aubaine.
Je veux changer le mot quoique dans le mot du fait que ceci est une procédure à tellement bon marché. Donc, je mentionne 5 000 $ pour une seule cystoscopie aux États-Unis. Ceci vraiment, c'est quelque chose que absolument je veux travailler avec vous et de vraiment militer pour ça et de parler des résultats que vous tous allez avoir. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de ma présentation. Et j'espère que nous avons maintenant 10 minutes pour des questions, des commentaires, des réflexions et sur le bénévolat. Et si vous voulez parler de ce qui vous chante. Merci beaucoup, Alex, Dr. Alex et pardon, Alex et Dr. Franck. Donc, je pense que ce qui est important et le message de nos orateurs est très important. C'est important de faire vos recherches, poser des questions, trouver un docteur auquel vous pouvez faire confiance et aider vos proches. Nous allons ouvrir le micro aux questions. Mettez-les dans la boîte de chat et je peux les passer à Erika, Dr. Frank et Alex. Oui, nous avons des questions. Nous avons à peu près 10 minutes. Si vous avez des questions, allez-y. Nous avons une plutôt que je vais mentionner. Quelqu'un essayait de demander une cystoscopie à la lumière bleue et il n'y a pas d'option là où il se trouve. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour pouvoir la demander ou essayer d'obtenir cette procédure-là? La façon dont je gère ceci, c'est avec une approche aiguë et chronique ou pointue. Alors, si vous êtes à un endroit de l'algorithme où ceci, c'est indiqué qu'il vous faudrait obtenir la lumière bleue, que ce soit pour le turbe de début ou de suivi ou pour d'autres lumières bleues de suivi. Il vous faut travailler ou collaborer avec votre urologue pour trouver un site qui pourra vous le fournir. C'est ce que nous avons fini par faire, c'est de trouver un site où nous avons voyagé au Canada qui voulait bien faire cette procédure et lorsque nous sommes revenus après chez notre urologue. Donc, c'est une option de plus. Bien entendu, je pense vraiment qu'il nous faudrait faire plus de travail parce que nous faisons une compétition, la concurrence sur un nombre de ressources limitées. De chercher le modèle d'Alex, j'espère que nous pourrons avoir un sous-groupe au sein de ce groupe de militants pour trouver des façons très efficaces de le faire. Pour trouver, je parle à mon ministère pour avoir des approches plus rationnelles. Des personnes ont pris une autre approche, mais je pense que nous devrions faire tout. Des personnes qui veulent bien donner de l'argent, c'est magnifique, mais la solution ultime propre, c'est de s'assurer que notre système de santé traite cette maladie de façon appropriée. Merci beaucoup. Et on demande comment est-ce que nous pouvons avoir accès aux informations présentées pour y baser nos efforts de levée de fonds. Donc, nous allons les partager sur le site et sur comment gérer ces outils. Donc, veuillez bien rester à l'écoute. Lynn, votre question, est-ce que je vais, elle pose une question. À chercher une autre procédure après avoir son 11e procédure urétrale. Faites vos recherches et
chercher ce qui pourrait être une meilleure alternative et poser ces questions très importantes. Je vais ajouter à ce sujet, Thérèse, dans mon cas, quand mon neurologue m'a donné l'option, je peux faire une turbite ou je peux faire une laser, j'ai choisi le laser. Le conseil ou la suggestion pour Lynn, c'est de travailler, parler à son neurologue et de demander quelles sont les autres options. Est-ce que ce ne serait pas logique de les prendre en considération vu que j'ai eu déjà 11 procédures au laser? Est-ce que ce ne serait pas logique de regarder une autre procédure, pas autre que le laser? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Une dernière question. Après 2 turbites, je n'ai plus le cancer avec la cystoscopie de lumière blanche. Tous les 6 mois, j'ai une cystologie urinaire. Est-ce qu'il a des bénéfices à la lumière bleue pour ma cystoscopie des 6 mois? Désolée, j'ai été distraite par les questions dans le chat. La question, c'est que la lumière bleue pour le suivi des 6 mois, de façon présumable, ce serait fait avec une sonde flexible, pas avec une sonde rigide. Et maintenant, la sonde rigide est la seule option au Canada. Si ceci vous intéresse, je fais ceci pour le traitement de la MB. Vous pourriez obtenir ou prévoir si ça vous intéresse et vous pouvez vous le permettre, vous pourriez organiser de passer à dépenser 5 à 10 000 dollars américains pour le réaliser aux États-Unis. Ceci est flexible, souple avec une sonde souple avec la lumière bleue. Et au Canada, c'est seulement une sonde rigide disponible avec la lumière bleue. C'est une autre campagne que nous allons faire dans l'avenir. À nouveau, merci beaucoup à tout le monde de vous être joints à nous. Si vous avez d'autres questions, allez nous voir sur notre site web. Et je vais les afficher sur le site web. Et nous allons aussi vous présenter d'autres études et recherches qui sont affichées et qui sont prévues pour le 27 mars et le 28 mars, 27 mars en anglais, le 28 mars en français. Je vais vous partager un sondage de réflexion dans le chat. Veuillez bien le remplir et donnez-nous vos opinions si vous avez des idées pour des webinaires pour l'avenir. Si vous avez d'autres questions ou vous avez besoin d'aide pour faire le sondage, veuillez bien nous appeler au numéro affiché sur l'écran 866 674 88 89 ou un mail à info@bladercancercanada.org. Merci à tout le monde. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Je me réjouis de faire partie de cette communauté et me réjouis de travailler au sein de votre communauté pour faire du plaidoyer au sujet de soins de santé pour le cancer de la vessie. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.